Samuel Pizar, né le 18 mars 1929 à Białystok, en Pologne de l'Est. Et votre famille était installée depuis longtemps à Białystok? Depuis des siècles. Depuis des siècles. Et vos parents faisaient quel métier? Mon père était chef d'entreprise, ma mère chantait, c'était une famille aisée. Et vous viviez dans cette ville, votre famille était installée depuis longtemps, et vous étiez écolier, J'étais écolier quand, au moment de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, j'avais à peine 9 ans. Donc j'étais dans une école régulière. Et comment se passait la vie à Białystok jusqu'à l'éclatement de la guerre? Pour moi, elle était très agréable, une enfance très heureuse, au sein d'une famille très chaleureuse. Le paysage était compliqué parce que c'était un endroit qu'on appellerait aujourd'hui multinational. Il y avait des Polonais, des Juifs, des Russes, des Ukrainiens, des Allemands. C'était une coexistence parfois difficile, de temps en temps quelques pogroms, mais rien en comparaison avec ceux qui allaient suivre. Mais dans l'école où vous étiez, par exemple, comment ça se passait avec vos camarades, c'était une école générale ou C'était une école privée. Nous étions à peu près 500 enfants. Et ça, c'était encore quand Białystok était Pologne, parce que après la guerre, c'était terriblement mouvementé. D'abord, l'invasion des Allemands. Ensuite, le pacte entre Staline et Hitler, où ils se sont divisés la Pologne. Et donc, Białystok était en Pologne de l'Est. Et nous étions occupés à ce moment-là par l'armée rouge. Et après, de nouveau, les Allemands, au moment de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, donc toutes les armées du monde passaient par là. Autrefois Napoléon, ensuite les Autrichiens, les Allemands, les Lituaniens. On pouvait faire beaucoup de tourisme en restant sur place. Donc vous avez vécu déjà l'invasion de Białystok par l'armée rouge avant le déclenchement de la guerre? Non, la guerre a éclaté en septembre 1939 et nous étions occupés par les Allemands. Ensuite, les Allemands se sont retirés après l'accord Ribbentrop-Molotov. Et l'armée rouge est arrivée, elle est restée presque 2 ans. Et quand Hitler a envahi l'Union soviétique, c'était à nouveau l'occupation allemande et c'était le début de l'enfer. Alors dans l'école où vous étiez, dans cette grande école privée, il y avait des enfants de toutes les nationalités? Non, de nationalité polonaise, mais l'ethnicité était un peu diverse, mais c'était essentiellement une école juive. Parce que Białystok était une grande ville juive. La majorité de la population était juive. Mais beaucoup de Polonais, naturellement, et survivance de l'Empire tsariste, beaucoup de Russes, des Ukrainiens, des Lituaniens, etc. Et votre famille était une famille religieuse? Pas très pratiquante. Mes grands-parents un peu, mes parents très très peu. Mais vous suivez les rites culturels plus que le culte? Oui,
on m'a quand même initié un peu pour la confirmation à 13 ans dans la religion juive. Naturellement, on m'a enseigné la Bible, les écritures fondamentales, mais nous n'étions pas très pratiquants. Donc vous avez vécu donc cette première partie de l'enfance, de façon très, très heureuse, et puis ça s'arrête brutalement quand? Oui, très heureuse. J'étais un peu sportif. On jouait au football, compétition entre écoles. Je n'étais pas un très bon élève. Bref, j'étais normal. Et des signes d'antisémitisme, vous en souffriez, vous en voyez encore Oui, de temps en temps, un peu de violence avec des garçons de mon âge qui n'étaient pas juifs. Donc j'ai entendu de temps en temps sale juif, c'était une chose courante. Je me suis trouvé au milieu de quelques bagarres. J'arrivais de temps en temps à l'école et le sang coulait du nez, mais rien de très méchant. Et donc tout ça s'arrête brutalement au moment de l'invasion allemande. Oui, ça s'arrête brutalement avec le commencement de la guerre, le bombardement, l'arrivée de l'armée rouge, qui était là pendant quelques semaines. Ce n'était pas violent. Tout se déclenche en juin 1941 avec l'invasion de cette Pologne de l'Est occupée par les Soviétiques, par la Wehrmacht. Alors qu'est-ce qui change dans la vie quotidienne de votre ville? Mais tout, parce que tout bascule. La brutalité était immédiate, et très délibérée. Les divisions, les brigades SS se sont déchaînées très très rapidement. Ce qui vient à mon souvenir devant vous ici, c'est le jour, peut-être une semaine après leur arrivée, ils ont chassé 2000 juifs dans la grande synagogue de la ville. Ils ont fermé toutes les portes, ils ont mis le feu, et du balcon de notre maison, j'ai vu avec mes propres yeux les flammes qui ont consommé 2000 hommes, enfants, femmes. Et c'était le début. Une deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'ils ont fait une rafle et ils ont mis quelques milliers de jeunes, y compris quelques-uns de mes cousins. On les a transportés dans un champ en dehors de la ville. On les a tous fusillés. Il y avait une raison officielle à ça? Non. Et quelques jours plus tard, une annonce: tous les Juifs doivent abandonner leur habitation et se concentrer dans une partie de la ville qu'ils ont appelée le ghetto. Et donc, moi, ma famille, mon père, ma mère, ma petite sœur, ma grand-mère, chacun avec une petite valise, les autres avec des sacs, ont pris le chemin indiqué
là, on nous a assigné une pièce pour toute la famille. Nous avons abandonné notre maison et les ghettos étaient encerclés par des barbelés et par des gardes SS. Et c'était dans la ville, la vie du ghetto a commencé à ce moment-là. Elle était rude. 60 ou 70 000 personnes concentrées dans un espace très limité, très peu de nourriture, très peu d'eau, les épidémies, la faim, le froid et les exécutions de temps en temps. Nous avons continué à vivre de cette manière-là pendant un an ou un an et quelques mois. Et même ça, c'était seulement le commencement. Le pire était encore à venir. C'était au moment de la liquidation du ghetto. La liquidation du ghetto a eu lieu quand? À quel moment? 43. 43. C'est là où vous avez été arrêté, vous? C'est là où j'étais arrêté avec ma famille, comme des milliers d'autres. Mon père avait déjà été exécuté par la Gestapo. C'était un résistant. Ma grand-mère a été prise avant. Et donc, la famille a été réduite à 3. Ma mère, moi-même, et ma petite sœur qui avait à l'époque 8 ans. Et vous aviez 14 ans. J'avais 12 ans. 12 ans. Et vous avez été arrêté comme ça dans la rue chez vous? Comment ça s'est passé? Non, nous avons essayé de nous cacher d'abord. C'était difficile. Et finalement, ma mère a eu l'idée de nous amener à un hôpital parce que le directeur était un ami de la famille. Et beaucoup de gens ont eu la même idée. Là, on nous protégera peut-être, etc. C'était très naïf, mais on nous a laissé entrer et nous sommes restés là 24 heures, pensant que nous étions pour un moment à l'abri. Mais au lendemain, les SS ont commencé à vider l'hôpital et donc on nous a chassés de là, éventuellement vers à la station du chemin de fer où un très long train nous attendait. C'est-à-dire que le ghetto a été entièrement vidé à ce moment-là? Oui, progressivement. Ouais, Ça a pris quelques semaines. Et alors on vous a arrêté avec votre mère et votre sœur, et on vous a pris, vous êtes partis ensemble. Vous avez été déportés ensemble? Oui, c'était au moment d'une très grande violence, parce que ce n'était pas qu'on nous a arrêtés comme on arrête quelqu'un pour l'amener en prison, à la santé. Les fusillades, des cadavres partout, une violence qui se déchaînait, qu'on n'a jamais imaginée. Et à l'arrivée à la station, on nous a séparés. Les hommes à droite, les femmes et les enfants, les vieillards et les malades à gauche. Et ma mère a eu une idée géniale à l'hôpital. Elle m'a dit de mettre un pantalon long. C'était l'été 1943. Il faisait chaud. Je l'ai écrit
ce livre, Le sang de l'espoir, qui a été énormément lu en France. Son idée était d'essayer de me passer pour un homme, pour me donner une chance de survivre. Un esclave capable de travailler. Ce n'était pas très crédible parce que j'étais très jeune, mais elle m'a dit, ne mets pas ta culotte courte, mets ton pantalon. Et je me rappelle ma dernière conversation avec elle, je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, tu iras peut-être avec les hommes. Et je lui demande, toi, Frida, ma sœur, elle n'a pas répondu. J'ai compris plus tard qu'elle se sentait condamnée. Donc elle se doute, elle savait quand même. Elle savait, elle savait certainement. Et donc elle a fait un geste là qui est contradictoire avec le geste d'une mère qui veut protéger son enfant. Elle a tendance de le tenir dans son... elle m'a poussé d'elle parce qu'elle savait qu'elle était condamnée et elle voulait que j'ai une chance, peut-être comme un travailleur utile pour les Allemands. Et c'est ça qui s'est passé. Le dernier moment, le dernier adieu, c'était que j'ai vu, quand on a dit de marcher vers le train, je me suis tourné et j'ai vu ces deux silhouettes, ma mère, ma petite sœur, qui tenait sa poupée favorite dans sa main, marcher dans l'autre direction. Et c'était la dernière photo. Et ce train vous a... Je ne les ai jamais revus. Personne, d'ailleurs. Ce train vous a mené où? Alors, je ne le savais pas à l'époque. Non, bien sûr. Mais ce train s'est dirigé vers Auschwitz, ça je l'ai appris plus tard. Mais les hommes, les travailleurs, les esclaves dont j'étais, cette partie du train a été découplée et nous nous sommes trouvés dans le camp de la mort qui s'appelait Majdanek. Effroyable. Le pire de tout, pire qu'à Auschwitz. Pour moi, Auschwitz, c'était après. Et là, c'était tout à fait évident que c'était un camp près de la ville de Lublin, d'extermination pure et simple. Mais j'étais maintenant seul. J'ai compris que je ne pouvais pas compter que sur moi. C'était à moi de jouer. Mais je déchiffrais le message que ma mère voulait m'inculquer. Fais tout ce que tu peux pour essayer de survivre. Et donc, comme j'étais très jeune, j'ai pris ce message au sérieux et je commençais à ramer, à pomper l'adrénaline. Et j'imagine que j'avais beaucoup de chance aussi. Mais dans ce camp-là, on ne sortait plus de ce camp, sauf par le cheminée. Et un jour, au moment de l'appel, où on comptait les prisonniers, au soir,
le commandant a fait une annonce. Les tailleurs restaient en place, les autres dispersés. Alors je me suis dit, ils ont besoin de tailleurs, ils vont le garder en vie peut-être un peu. Je suis tailleur. Et quand c'était à moi de défiler devant l'officier SS qui faisait la sélection, il m'a dit avec ironie et dérision, « Alors tu penses que tu es tailleur ?» Je lui ai dit « Non, monsieur, je ne suis pas tailleur. Je suis Knopflochmaschiniste, c'est-à-dire le faiseur de boutonnières. » Il m'a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Alors je dis, quand on fait un uniforme pour l'armée, le tailleur fait la couture, et moi je sais faire les boutonnières sur une machine très spéciale. C'était un peu bébête, mais il a compris la logique, et il m'a dit, à droite, côté de la vie. Et c'est comme ça qu'on m'a embarqué avec quelques centaines de tailleurs, et on nous a amené à un camp de travail qui s'appelait Blizin, Pologne de l'Ouest. Et là, je travaillais effectivement comme faiseur de boutonnières. Vous avez appris 6 mois. Oui, cette idée m'est venue parce que sur notre rue à Bialystok, il y avait beaucoup de tailleurs. Et de temps en temps, après l'école, j'allais regarder un peu avec mes camarades ce qui se passait sur la rue. Et j'étais fasciné par cet atelier de tailleur et cette machine à faire des boutonnières. Une très lourde machine. On tourne le costume et il y a... je ne sais pas comment le dire, il faut ensuite descendre un hammer, un marteau, oui. Un marteau pour faire le trou. Et comme c'était intéressant, et comme j'étais le fils du propriétaire, le tailleur me laissait de temps en temps de faire quelques boutonnières. C'était suffisant pour faire la différence entre la vie et la mort, ma première épreuve. Ensuite, les épreuves étaient, comme vous pouvez imaginer... Blitzing, vous y êtes resté, vous êtes resté combien de temps? 6-7 mois. 6-7 mois. Et là, vous travailliez et les conditions étaient comment? Comment est-ce que ça se passait? Ce n'était pas un camp d'extermination. On mourait de faim, de coups subis, du typhus et de la faim. Mais il n'y avait pas de chambre à gaz dans ce camp-là. C'était très dur. La solitude, l'angoisse, la faim, surtout la solitude de se trouver tout à coup dans un monde inouï. Vous savez, j'étais bien élevé quand j'étais un petit garçon. Et même si je n'étais pas très bon écolier, j'étais assez cultivé. Je savais parler allemand, polonais, russe. Yiddish aussi. Yiddish aussi. Et yiddish. Et un peu l'hébreu pour les prières. Mais je me suis rendu compte tout de suite que il fallait oublier mes bonnes manières, que je n'étais pas construit pour
pour cette vie-là. Parce que tout ce que j'avais appris à la maison et à l'école servait à rien, c'était même nuisible. Il fallait raisonner d'une autre manière. Et donc, je suis devenu peu à peu, j'imagine, comme un animal. Est-ce que votre jeune âge faisait que vous étiez un peu plus protégé par vos camarades de... Non, j'étais assez grand pour mon âge. C'est ça qui m'a donné une certaine crédibilité pour me passer pour un tailleur. Parce que normalement, on n'avait pas le droit de vivre à cet âge. C'est à partir de 18 ans qu'on vous considérait un homme là. Mais cet officier d'SS qui a accepté cette histoire Knopfloch machiniste, je me suis souvent posé la question pourquoi il m'a laissé vivre. Il avait peut-être un fils de mon âge, je ne sais pas. En tout cas, je vous assure qu'il n'était pas sentimental. Mais c'était un mystère. Donc, je suis devenu très instinctif, comme un animal qui guette le danger constamment, qui sait que vous avez une seule chance, c'est qu'il faut faire la bonne décision à chaque instant. Que ce n'était pas comme à l'école, qu'on pouvait faire un brouillon et ensuite réécrire au propre. Il fallait viser juste. Et ça s'apprend, c'est instinctif. Pour un très jeune, c'est peut-être plus facile que pour un plus vieux. Et, comme je vous ai dit, je pompais l'adrénaline, j'étais très alerte. Je suis devenu très calme face à la mort, qui me guettait constamment. Et finalement, j'ai atterri à Auschwitz. Auschwitz, c'était naturellement le summum. Et là, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors vous avez été transféré donc de Blissin à Auschwitz. À quel moment C'était en 40, début 44. Comme le voyage dans les wagons à bestiaux, ce voyage était très dur aussi. Parce que ce voyage, tous mes frères survivants l'ont fait. Dans ce train, plus que la moitié, entassée dans chaque wagon, mouraient en route. C'est un voyage qui durait longtemps. C'est un voyage qui durait longtemps. 3 jours à peu près. 72 heures. Sans nourriture. Encore pire, sans eau. Dans la chaleur. Sans hygiène. C'était miraculeux d'arriver à destination. Je me passe des horreurs. Et le premier voyage était extrêmement dur. Le deuxième était déjà un peu plus facile parce que j'étais maintenant un bagnard expérimenté. Donc, j'avais quelques astuces. Et je me suis trouvé dans cette immensité du camp de Auschwitz-Birkenau. Et la vie, si on peut parler de vie, ça se passait au quotidien de quelle manière? Comment est-ce que ça se passe? C'est très long à raconter, mais certaines choses sont les mêmes partout. Faim, vous hallucinez de faim. Et ce n'est pas une faim
parce que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner ou même votre déjeuner. C'est une faim qui s'installe pendant des mois et ça vous fait littéralement halluciner. Et ensuite, naturellement, la cruauté des punitions. Et le travail, par exemple, pour tester la solidité de chaussures de l'armée allemande. C'est un travail que j'ai fait pendant quelques mois. Nous étions obligés de marcher avec dans ce bottes très dures 12 heures par jour. Mais marcher et chanter les chansons de l'armée allemande. Et marcher comme un soldat, d'une manière rythmique. Et si vous faites un faux pas, et que le garde le voit, il peut vous casser la tête avec son bâton. Ou bien de porter des rocs, des pierres, d'un endroit à l'autre. Un travail essentiellement inutile, sauf pour les Allemands, et même pour eux aussi, c'était plutôt sadique qu'autre chose. C'est la question que je voulais vous poser, oui. Et donc, c'était à la fois très très fatigant et très très dangereux. Et vivre parmi les prisonniers, parce qu'Auschwitz avait essentiellement des juifs, mais aussi de criminels allemands, de gens condamnés à vie pour meurtre, les homosexuels, les tziganes, prisonniers russes. Et pour un garçon de 14 ans, ce n'était pas un endroit idéal. Mais je me suis endurci. J'avais 2 copains et nous avons décidé de faire un pacte pour essayer de survivre ensemble. C'était crucial, c'était essentiel. Et les épreuves, l'épreuve numéro 1, c'était la sélection, le triage. Et j'avais l'immense privilège de passer plusieurs fois devant le tristement célèbre docteur Mengele, qui était connu pour ses expériences médicales sur les prisonniers. Et je suis passé devant lui 4 fois. Chaque fois la vie ou la mort. Et ça, c'était... ça crée une certaine appréhension parce que vous êtes nu et vous êtes maigre et pas très crédible comme travailleur. Donc vous vous dites, cette fois-ci, ça ne va pas marcher parce que pourquoi est-ce qu'il me laissera vivre? Et il est là, c'est une ligne de prisonniers qui passe
Et il dit à gauche, à droite, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, gauche. On ne sait pas si la vie est à droite ou à gauche. Et parfois, il fume sa cigarette et il casse le rythme. Et vous êtes totalement impuissant, vous êtes devant l'absolu, c'est le moment du grand jugement. Et le sort a voulu que je passe 4 fois du bon côté. Vous n'étiez pas malade? Et ce n'est pas un miracle parce que il faut que je vous dise que de ces 500 écoliers de mon école, après la guerre, j'étais le seul survivant, littéralement le seul. Quelques-uns ont été exilés en Sibérie par les soviétiques pendant l'occupation. Quelques-uns ont survécu là, mais tous les autres, pas un seul. J'imagine qu'il fallait que quelqu'un survive. Il se trouve que c'était moi. Mais c'est comme ça qu'1,5 million d'enfants juifs ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc voilà pour Auschwitz. Oui, je voulais poser la question. Votre santé, vous étiez comment physiquement? Voilà, comment... J'étais maigre. J'ai eu le typhus aussi, avec beaucoup de fièvre, mais j'ai survécu à ça. Again, cette survie-là a été exceptionnelle. On m'a battu plusieurs fois, puni. Vous étiez puni pourquoi? Parce que j'ai marché dans le camp et je n'ai pas aperçu un SS et je n'ai pas retiré mon calot assez rapidement. Donc, il a pris mon numéro qui était sur mon uniforme et sur mon bras tatoué. Et après l'appel, on m'a appelé pour être puni. Et donc ça, c'était très désagréable parce que je ne pouvais pas marcher après. Mon dos saignait. Mais mes deux camarades m'ont aidé et je me suis remis de ça aussi. J'étais indestructible. Et je me posais tous les jours la question, pourquoi il ne veut pas de moi? Il a pris toute ma famille, mais moi, il m'a rejeté. Je parle du Tout-Puissant, hein? Pas de Mengele. C'était quoi être puni? Ça consistait en quoi? Pardon? Ça consistait en quoi d'être puni? D'être battu avec comment ça s'appelle? Un whip. Un fouet. Un fouet. J'étais fouetté. Il fait froid. Vous avez que votre uniforme, vous n'avez pas de manteau, rien. Parfois, il faut rester dans la neige et dans le froid pendant 2 heures au moment de l'appel, matin et soir. Donc vous attrapez, vous prenez froid. Il s'est révélé après la libération que j'étais tuberculeux. Même ça ne m'a pas tué plus tard, mais voilà les défis journaliers de cette vie. On ne pouvait pas se laver. Il fallait se laver avec la neige normalement. En hiver, parfois, on pouvait pénétrer dans une salle de douche pour les prisonniers, mais c'était très difficile. Et même
Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Les gens tombaient comme de mouches. Et, normalement, quand je parle de ce genre de choses, je n'insiste pas trop sur l'horreur. C'est déjà, on le sait. Oui. Hein. Vous aviez des contacts. Ah, vous aviez des contacts avec les autres prisonniers Oui, c'était, vous savez, la promiscuité la plus totale. On était entassés les uns sur les autres. On était en contact constamment avec tout le monde après l'appel ou pendant la nuit, renfermés dans le baraquement. Mais c'était des relations, sauf avec mes deux camarades, nous étions vraiment des frères. Mais avec les autres, c'était la problématique a été comment survivre. Donc, ce n'était pas sentimental. C'était pire que dans un camp militaire ou dans une prison normale. Il y avait une organisation interne du camp? Très peu. Les Allemands ne permettaient pas ça. Les prisonniers en chef qui étaient manipulés par les Allemands étaient dangereux aussi, donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais il y avait quand même une insurrection à Auschwitz en octobre 1944 où le Sonderkommando, les gens à qui on a fait faire ce travail forcé dans les chambres à gaz et dans le crématoire, se sont révoltés et ont tué quelques dizaines de gardes allemands, quelques SS, quelques officiers qu'ils ont jetés dans le four crématoire. Mais pour le reste, il n'y avait pas de vie politique, très très peu. De temps en temps, un groupe conspirait pour essayer de s'échapper, mais c'était minime. Il était quasiment impossible de s'échapper d'Auschwitz. Et moi, comme les autres, parfois c'était trop dur et je me posais la question, pourquoi est-ce que j'essaie de survivre? J'avais cette injonction de ma mère qui m'a poussé, mais je me disais, il y a des limites. Donc c'était facile de se suicider parce qu'il suffisait de mettre la main sur le barbelé électrifié. Et j'étais tenté plusieurs fois, mais je ne l'ai pas fait. Il y a eu beaucoup de suicides autour de vous? Il y a eu beaucoup de suicides autour de vous? Oui, quelques-uns se sont suicidés. Tous les jours, un ou deux, parce que l'électricité, c'est comme une colle. Si vous touchez le barbelé, ça vous électrifie et vous restez suspendu sur le barbelé. Donc, presque chaque jour, en sortant pour l'appel du matin, on voyait des prisonniers sur le barbelé. Et vous êtes resté à Auschwitz jusqu'à quel moment? Jusqu'au la fin 1944. Et là, vous avez été de nouveau. Alors là, comme le front de l'Est approchait, les Russes étaient déjà en Pologne. J'étais dans un premier transport d'évacuation et on nous a amenés là en Allemagne. Nous avons
cette journée, ce transport a été long. Nous sommes passés par Berlin vers 2 camps. D'abord Sachsenhausen, qui était un camp de prisonniers politiques allemands. Je suis resté là quelques semaines. Ensuite, un autre camp, pas très loin de Berlin, Oranienburg, où je suis resté un peu aussi, je ne sais pas exactement combien de temps. Et finalement, on m'a amené à Dachau. Et je suis resté dans la circonscription de Dachau jusqu'à la fin, d'abord près d'une ville qui s'appelle Landsberg, en Bavière, dans un camp que nous avons construit nous-mêmes, et ensuite à Stuttgart, dans une usine d'avions, comme travailleur esclave pendant quelques mois. C'est à Stuttgart que vous avez été libéré? Non. Non. C'était terriblement bombardé parce que c'était très industriel. Donc, mon problème n'était pas le travail ou la faim, ou même le bombardement, parce que c'était une grande joie de voir les avions alliés arriver et jeter leurs bombes. C'était un message d'espoir. Quelques-uns de nos prisonniers ont trouvé la mort là aussi, mais c'était plutôt un signe qu'un monde existait encore quelque part et peut-être un jour, qui sait, on sera libéré. Le problème était que, comme nous étions prisonniers esclaves qui travaillaient pour l'armement, ils se sont mis à nous protéger terriblement. Et donc, quand les sirènes annonçaient un bombardement, on nous chassait dans une montagne pour que nous puissions être protégés. Et quand la sirène annonçait que c'était terminé, on nous a chassés dans le camp. Et ça s'est répété plusieurs fois pendant une nuit. Donc, mon problème était que je ne pouvais pas dormir. C'était une autre forme de torture. Et comme le front de l'Ouest approchait aussi après le jour J, le débarquement en Normandie, on nous a amenés de nouveau près du camp de Dachau. Et là, avec l'arrivée des Alliés, nous pouvions très clairement distinguer les canons de bombardement. Donc nous savions que l'armée alliée n'était pas loin. J'ai fait la marche de la mort vers Dachau. Et pendant cette marche qui a duré plusieurs jours et plusieurs nuits, nous étions bombardés par l'aviation américaine parce que j'imagine qu'ils ont pensé que c'était la Wehrmacht qui marchait. Et pendant ce bombardement, une quinzaine de nous étions 2000 dans cette marche, se sont mis à courir vers la forêt. J'étais parmi eux. Et 9 ont été tués pendant cette évasion. Et les autres, les 6, sont parvenus vers la forêt
Et nous avons commencé à marcher vers le front de l'Ouest. Et à un moment donné, nous avons trouvé une grange et nous sommes cachés dans la grange. Et un matin, boulimique, je regarde de la grange et je vois un char. Je cherche la swastika, elle n'est pas là. Je vois un emblème, une étoile blanche. Je ne sais pas ce que c'est. Et tout à coup, je me dis, c'est pas possible. J'ai compris que c'était les insignes de l'armée américaine. Et donc, je suis sorti de la grange comme un fou. J'ai commencé à courir vers le tank. Et je me suis trouvé dans un échange de feu entre les Américains et les Allemands, mais j'étais vraiment indestructible. Et c'est une histoire qui est connue parce que le président Clinton, dont j'étais l'invité pour le défilé national au 5e anniversaire de la fin de la guerre de la fin de la guerre en Europe, a raconté cette histoire devant la télévision américaine pendant ce défilé en grand détail. Le convoi s'est arrêté et un soldat noir, casqué, est sorti. Il m'a regardé. Je ne pouvais pas lui parler parce que je ne connaissais pas l'anglais, quelques mots seulement. Et il est sorti avec son revolver. Et je suis tombé sur mes genoux. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai mis mes bras autour de ce bot et j'ai exclamé « God bless America ». Et il m'a pris dans ses bras, j'étais quasi squelettique, et il m'a amené dans cette... par le trou de son tank, dans le ventre de la liberté. C'était ça le moment de la libération, très très dramatique. Et vous étiez parti, vous étiez échappé avec vos copains, ceux avec qui vous étiez Ils se sont échappés tout de suite après et nous nous sommes retrouvés dans le village de Penzing en Bavière, mais nous avons travaillé pour l'armée américaine. Moi, j'étais un peu l'interprète parce que je pouvais parler allemand, et donc on allait chercher les soldats allemands dans les forêts. Moi, je les guidais et je faisais la traduction, et moi, je cherchais en particulier les SS. Et vous êtes resté avec l'armée américaine un certain temps? Quelques semaines. Mais j'étais libre. Mais ce n'était pas le happy end. C'était un moment très angoissant, la liberté. Parce que c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Jusque-là, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas d'état d'âme. Il fallait survivre. Là, vous êtes libre. Et la grande question, maintenant, qui suis-je?
Où vais-je aller? Que vais-je devenir? Où sont les autres? J'avais 15 ans, presque 16, et toutes ces interrogations, c'était difficile à gérer. Mais je me suis emparé d'une moto de l'armée allemande, une très puissante machine, et je me suis mis à me balader sur les autoroutes, sur l'autobahn de l'Allemagne, à une vitesse incroyable, poussé par une colère, vivant avec mes deux camarades cette liberté folle qui était pour moi comme une chambre de compression entre l'enfer et la vie normale. Je prenais tous les risques. Je pensais vraiment que j'étais immortel. Et il fallait que... J'imagine qu'il fallait exorcer tout ce qui se passait de mon psychisme. Une sorte d'ivresse. Donc, j'étais bien parti à cette époque-là pour devenir terroriste, gangster, voleur, tout ce que vous voulez. Je me baladais avec un pistolet Mauser allemand automatique. J'imagine que j'ai effrayé quelques Allemands. Et 8 ou 9 mois plus tard, arrive un homme en uniforme français et déclare à la femme de ménage, parce que maintenant nous avions une femme de ménage, qu'il cherchait un Samuel Pisard. Et alors elle vient me dire, à cette époque-là, je n'avais pas envie de parler avec un homme en uniforme qui voulait me parler. Donc, je sortis par la fenêtre, mais au soir, il est revenu et il a dit à cette femme de ménage, dites-lui que c'est son oncle. Oncle. Et soudain, j'ai eu ce souvenir que ma mère avait une sœur à Paris qui est allée étudier à la Sorbonne et qu'elle se mariait avec un Français qui était journaliste. La femme de ménage m'a dit, il a dit qu'il était journaliste. Alors, tout de suite, j'ai compris que il se passe quelque chose de fatidique là. Alors, je suis venu le voir, et effectivement, c'était mon oncle, qui s'appelait Léo Sauvage. Par la suite, c'était un grand journaliste au Figaro, écrivain, correspondant des guerres, et comme sa femme, Barbara Sauvage, ma tante, a vu sur une liste publiée par l'armée américaine de survivants Samuel Pisard, elle ne savait pas qui était Samuel Pisard. Elle s'est dit, il y avait un petit garçon quand je suis allé voir la famille la dernière fois, qui avait 5 ans à l'époque, que nous appelions Moula. C'était l'abréviation de Samuel. Mais ce n'est pas possible que ce garçon a survécu. Quel âge aurait-il aujourd'hui? Peut-être 16 ans. Tandis que tous les Pisards, tous ces hommes sont morts, non.
Et effectivement, c'était moi. Et finalement, on m'a entraîné à Paris. Et la vraie liberté, le vrai premier goût de la liberté, c'était à Paris. C'était là où la rédemption a commencé. Ce n'était pas aussi simple parce que je ne voulais pas partir avec Léo Sauvage. Et d'abord, je n'avais pas de documents. Donc il est parti, mais 2 semaines plus tard, ma tante, belle, raffinée, éduquée, intelligente, débarque. Je ne sais pas comment elle a fait, parce que c'est dans la zone militaire américaine. Elle s'est installée chez moi, elle a observé cette vie que je menais avec mes 2 copains. Elle n'a pas aimé, elle n'a rien dit, mais elle a senti le danger. Elle a trouvé un jeune homme bien habillé, j'avais déjà mes cheveux, ma démarche était optimiste, humour, ce charme que j'ai observé dans ma famille à Bialystok quand j'étais jeune. Tout cela est revenu peu à peu. Et un jour, elle m'a dit, avec une très grande sévérité, « Jeune homme, je te parle avec l'autorité de ma sœur, ta mère. Tu vas quitter cette vie et tu vas venir avec moi en France. » Je la regardais. On ne m'a pas parlé de cette manière depuis les SS. C'est vrai que j'avais 16 ans, mais en vérité, je pense que j'avais 40, 45. Quelle audace de me parler de cette manière, mais par miracle, j'ai reçu le message. Elle m'a secoué avec ce mot. Et je me suis dit, elle est en train de me dire quelque chose d'important. Adieu cette liberté, cette vie merveilleuse avec ma moto, mes copains, les filles, le chaos dans lequel je vivais et que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Pas de règles, pas de lois, pas de normes, pas de limites. C'était le paradis. Et je me suis trouvé à Paris. Boulevard Saint-Michel. Vous êtes arrivé à Paris en 45 à 46. 46. Là, vous êtes resté, oui, plusieurs. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous êtes adapté à une nouvelle vie? Comment est-ce que vous avez inventé? C'était ça qui était intéressant. Et subtil même. D'abord, de vivre dans une famille à nouveau. Et naturellement, Paris. Vous avez peut-être remarqué que l'anagramme de mon nom, Pizarre, c'est Paris. Hein? Et si vous voulez un anagramme de Samuel Pizarre, ça donne Paris l'amuse. Je me suis bien amusé. Mais très rapidement, cette tante, parlant avec l'autorité de ma mère, me disait tu n'étais pas dans l'intérieur d'une école pendant 6 ans. Tu n'as pas eu un livre entre tes mains. Il faut apprendre quelque chose. Oui. Elle avait un ami photographe. Elle lui a dit, est-ce que tu ne peux pas le prendre pour qu'il apprenne quelque chose? Il lui faut un petit métier. Et alors je travaillais pendant quelques mois pour ce photographe. Je développais les clichés de starlette de cinéma dans une chambre noire. Et elle était ravie.
Samuel va avoir un métier. Il va devenir un homme honnête. Il va avoir un petit métier. Mais comme j'ai commencé à revivre, elle a peut-être détecté quelques signes d'intelligence, de talent. Elle m'a dit, il faut que tu apprennes des choses. Ma mère avait 2 sœurs en Australie, pardon, excusez-moi, 2 frères en Australie qui ont émigré avant la guerre, dont un est venu de France. Il était aussi étudiant à la Sorbonne. D'ailleurs, il était champion d'échecs de Paris à un moment donné, à l'âge de 23 ans. Et elle a communiqué avec mes 2 oncles. Qui cherchaient aussi des survivants de la famille et qui ont appris qu'effectivement, quelqu'un a survécu et ils ont décidé que ce serait mieux que j'aille en Australie. Ils voulaient que je quitte cette Europe. Ils se sont dit, en Europe, ce qu'il a vécu dans cette Europe sanguinaire, fratricide, il ne se calmera pas. Et donc, on m'a proposé d'aller à Melbourne. J'ai accepté et je suis parti. Et donc, la phase, la reconstruction, la vraie reconstruction physique, morale et intellectuelle a commencé en Australie. La phase de colère la phase de colère était terminée. Oui, et c'était le bon endroit parce que c'était très loin de l'Europe. Ça ne pouvait pas être plus loin, aux antipodes. Et cette Australie spacieuse, immense, libre, sportif, c'était idéal. Et c'est là où on m'a mis dans une école pour des enfants avec problème, pour pour me donner la possibilité de me rattraper. Et donc j'ai rapidement appris l'anglais. Et j'ai compris que, bon, physiquement, j'avais survécu, mais pas vraiment. La vraie survie, il fallait qu'elle soit morale et intellectuelle. Donc là, je commençais à pomper l'adrénaline dans une autre dimension, mais avec le même acharnement. Comme si ma vie dépendait de ça. Mentalement, vous vous considériez comme mort, quoi. Mentalement, vous vous considériez comme n'existant plus. Oui, je n'étais pas totalement stupide. J'étais, comme je vous ai dit avant, j'étais instinctivement bien élevé. J'avais une certaine démarche civilisée. Mais les lacunes dans mon éducation étaient immenses. Donc il fallait que je commence à cette école à faire l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie. Et très rapidement, j'avais affaire avec Shakespeare pour déchiffrer Hamlet, etc. Et là, miracle de miracle, tuberculose. Je suis malade. Alors là, je me suis rendu compte que c'était un autre ennemi. Cette fois-ci, il me rongeait de l'intérieur. Et je savais me protéger contre l'ennemi de l'extérieur, mais celui-là était très difficile à combattre. Mais
j'ai engagé ce combat. Et comme il fallait que je reste au lit, je ne pouvais pas travailler, je me suis mis à lire. Et presque toujours dans le texte, parce que je pouvais manier maintenant le français, l'anglais, l'allemand, le russe, etc., etc. Et j'ai découvert tout un monde. Donc je lisais Balzac et Goethe et Dostoïevski et Dickens et les autres, et ensuite les philosophes. Et c'est ça qui a fait de moi un homme. C'est une autre manière de vous dire, monsieur le pape, que cette tuberculose était miraculeuse. Elle était nécessaire. C'est un peu perverse de le dire, mais c'est ça qui m'a calmé, c'est ça qui m'a fait réfléchir. Et je me disais en lisant constamment, tu as maintenant 18 ans, 19 ans, tu ne sais rien. En vérité, tu as peut-être 40, 45, tu as vécu, tu as une immense expérience vécue, mais tu ne comprends rien. Et quand je me suis remis de cette tuberculose, je suis entré à l'université, je commençais à bosser très très sérieusement. À Melbourne, toujours. À Melbourne. Et les autres étudiants ne pouvaient pas se mesurer avec moi parce qu'ils étaient des êtres normaux. Ils sortaient au cinéma, ils allaient danser, ils jouaient au tennis. Moi aussi un peu, mais moi je bossais parce qu'il fallait combler cette immense lacune. Et donc, je gagnais quelques prix et j'ai eu mon diplôme à l'université de Melbourne. Et ensuite, c'était Harvard, c'était Oxford, c'était la Sorbonne, c'était... vous savez, il y a un certain sens d'humour qu'on appelle en anglais l'humour de la potence. Moi, j'appelle ça l'humour de la chambre à gaz. J'ai eu peut-être le plus célèbre camp d'extermination de la planète dans mon expérience, mais aussi le plus célèbre université du monde. Et c'était une certaine compensation. Bref, quand je suis sorti avec l'agrégation de Harvard, c'est un certain type de doctorat. J'étais formé, je m'étais rattrapé. Et au cours de cette odyssée, je me suis normalisé. Mes plaies se sont cicatrisées bien. Je n'ai jamais rien oublié, mais j'étais axé vers l'avenir. Et là,
cette chance miraculeuse m'accompagnait constamment. Donc, au moment de la réception du doctorat de sciences juridiques et économiques à Harvard, un diplôme extrêmement rare qui ont donné un seul par an, il y avait dans le conseil de gouverneur de l'université un jeune homme qui s'appelait John Kennedy, à l'époque sénateur de l'État de Massachusetts, donc de Harvard aussi, et un ancien de Harvard. Et la thèse de doctorat a été sur la problématique de la coexistence entre l'Est et l'Ouest. Et comme cette thèse a gagné le prix de l'université et a été publiée dans la revue de l'école de droit de Harvard, qui est peut-être la première revue sur le droit du monde, il a capté le message et comme il me l'a expliqué plus tard, il se dit, si je suis aux affaires un jour, je vais revenir à cette idée. C'était au zénith de la guerre froide. Et ma démarche était comment organiser une coexistence dans l'ombre de la menace nucléaire. Je simplifie énormément. Et c'est comme ça que j'ai atterri un jour à Washington. Je dois dire au passage que j'étais déjà un assistant du secrétaire général des Nations Unies au siège à New York. C'était le Suédois Dag Hammarskjöld. Ensuite, j'étais le conseiller juridique de l'UNESCO à Paris. Mais en 1959, Kennedy m'a demandé de venir à Washington. Et j'ai participé dans cette élection qu'il a élue en 1960. Et je suis devenu membre de son brain trust pour la politique économique internationale. Et qu'est-ce qui vous avait poussé à choisir, est-ce que ça a un lien avec le département, le fait d'avoir choisi ces études de droit et d'économie? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec... Oui. Oui. J'ai beaucoup hésité d'abord, parce que je pouvais, après mes premières études, je pouvais choisir ce que je voulais. Et j'ai penché plutôt pour la mathématique et la science, parce que j'avais de bons résultats en mathématiques, physique, chimie, etc. Et c'était mon premier choix. Mais je m'étais dit, je ne peux pas m'isoler dans une tour d'ivoire. Ma vie était trop mouvementée, trop violente. Il fallait que je reste plus près de la vie, de l'action. Je ne pouvais pas contempler la vie calme d'un professeur, parce que j'étais destiné à ça. Et un jour, j'ouvre le journal, c'était encore en Australie, et je deviens fasciné par un procès, meurtre. Une affaire extrêmement complexe, et ce procès dure pendant des semaines, et je le suis tous les jours par la presse. Et je suis bouleversé. Il s'agit de décider si un homme est coupable ou innocent d'un meurtre. Et pour ça,
il mobilise un jury de 12 personnes et 3 juges. Et le procureur et des avocats, c'est interminable. Ils sont fous, les Australiens. Moi qui ai vu une justice expéditive, sans juré, sans appel, sans avocat, sans procureur, une justice où on fusillait des gens par centaines devant mes yeux. Ils sont fous. Et ça fait un déclic extraordinaire. Je me suis dit, tu n'as rien compris, c'est ça la vie. C'est comme ça que ça doit être. Excusez-moi, vous êtes devenu citoyen américain? Oui, j'avais une situation importante à Washington parce que j'étais un jeune et modeste conseiller de la présidence, mais j'étais aussi un conseiller du Sénat des États-Unis. Tout le monde a été intéressé par cette matière. Comment arrêter ou moduler la guerre froide. Et moi, je me suis lancé dans cette problématique, j'imagine, à cause de mon expérience vécue, parce que sur Hitler, ma victoire était complète. Hitler était défait, physiquement, idéologiquement, mais Staline, dont j'étais victime aussi, pas de la même manière. Hitler me voulait mort, Staline me voulait rouge. Donc, dans cette école russe que je fréquentais pendant 2 ans, on m'a fait un lavage de cerveau. Et j'étais destiné à devenir un fanatique bolchevique. Sur Staline, ma victoire n'était pas complète, elle ne pouvait pas l'être. Nous ne pouvions pas le défaire. Il avait déjà la bombe nucléaire. Donc, en choisissant le sujet de ma thèse, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui est au centre de la confrontation américano-russe, confrontation Est-Ouest. Et comme je vraiment maîtrisais ce domaine, comme Kennedy l'a compris très rapidement, les commissions du Sénat, de la Chambre des représentants, le département d'État, je suis devenu un consultant de tout le monde dans cette matière. Et pour aider de développer une politique qui est ensuite devenue une immense affaire mondiale, un grand débat que j'ai déclenché des 2 côtés de l'Atlantique, en France aussi. Je vous dirai quelques mots plus tard, si vous voulez, là-dessus. J'avais accès à tous les secrets de l'État, mais je n'étais pas citoyen des États-Unis. J'étais là, citoyen britannique, sujet de Sa Majesté, qui était pas seulement la reine de l'Angleterre, mais aussi de l'Australie. C'était, je pense, déjà ma 4e nationalité. Attendez, je fais le compte. Je suis né polonais. Après les Russes qui ont occupé la Pologne de l'Est, j'étais littéralement un citoyen de l'URSS, un peu forcé.
quand les Allemands sont arrivés, je n'étais pas allemand, mais ils m'ont déclaré sous-homme, c'est aussi une certaine nationalité. Après la libération, quand je suis arrivé à Paris avec ma tante Barbara et mon oncle Léo Sauvage, et ils m'ont amené à la préfecture de police, on m'a demandé quelle est votre nationalité. Je ne pouvais pas très bien dire sous-homme, donc avec la personne qui m'a interviewé, nous avons discuté ensemble et on a décidé que j'étais apatride, donc on a mis sur ma carte de séjour apatride. Et en Australie, je suis devenu australien, donc 6 déjà. Là, j'étais en Amérique avec ma nationalité britannique, et donc ils ont proposé une loi spéciale qui porte mon nom. Je ne pouvais pas l'obtenir par un processus normal parce qu'il fallait attendre 5 ans. Donc la Chambre des représentants et le Sénat ont voté à l'unanimité et le président Kennedy a signé la loi. Il m'a envoyé le parchemin avec le stylo avec lequel il a signé ce document historique. Je dois ajouter avec une fausse modestie que je n'étais pas le seul. Ils ont fait ça pour le marquis de Lafayette après la guerre de l'indépendance. À Winston Churchill aussi, avec 24 voix contre et quelques autres. Non, mais c'était pour cette raison essentielle. Et donc, j'avais la nationalité américaine que je porte aujourd'hui. Après ça, on ne peut plus, je me suis dit, je ne peux plus, j'aurais pu devenir français. On me l'a proposé plusieurs fois, à très haut niveau. J'adore la France, la famille était partiellement française, mais j'ai même discuté de ça avec les Sauvages. Léo Sauvage et Barbara Sauvage ont été sauvés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Chambon-sur-Lignon, dans ce merveilleux village de France où le juste non-juif a sauvé 5000 juifs, surtout des enfants. J'étais souvent tenté, mais on ne peut pas, quand on reçoit la nationalité de cette manière-là, changer après. Qu'on a eu de postes importants. Donc, oui, et en même temps, je vous ai déjà dit, je me suis recivilisé, pas seulement d'une manière superficielle, parce que j'ai des gestes d'un homme civilisé, j'imagine, mais parce que, je vous ai dit au début, j'étais bien élevé comme petit garçon. Dans les camps de la mort, on m'a inculqué, la vie m'a inculqué de manière rude. Il fallait que je construise une carapace pour survivre. C'était antithétique avec cet enfant bien élevé que j'étais au début. Après, il fallait que je me débarrasse de ce carcasse qui m'est venu d'Auschwitz, de Majdanek et de Dachau. Parce que je me suis rendu compte à Harvard et dans toutes ces grandes universités que cette mécanique d'Auschwitz n'était pas appropriée. Il fallait se battre
avec les meilleurs et les plus intelligents, cerveau contre cerveau. Donc toute cette musculature mentale que j'ai développée pour survivre, elle était très sophistiquée et très élaborée. Il fallait la tuer pour devenir un intellectuel, un homme d'idées, etc. C'était ça le miracle de la récivilisation. Alors la civilisation, ça passe aussi par la création d'une famille, je pense aussi. Et alors ensuite, c'est venu la famille. Ça aussi, avec une expérience comme la mienne, comme celle de mes frères et sœurs survivants, on se pose vraiment la question, est-ce qu'après ce que nous avons vécu, faut-il avoir des enfants et les exposer à quelque chose de semblable? Parce que l'histoire du peuple juif est tragique. Ces catastrophes reviennent régulièrement. J'ai donc hésité. Je ne savais pas si je voulais me marier, si je voulais fonder une famille. Mais finalement, je cédé devant cette jeune femme irrésistible. Et, bref, je suis aujourd'hui le père de 4 enfants. J'ai des petits-enfants. Les enfants sont brillants, très franco-français, très américano-américains. 2 d'entre eux étaient avec le président Clinton à la Maison-Blanche. Un qui s'appelle Anthony Blinken. C'est mon beau-fils que j'ai élevé, fils de ma femme. Vous l'avez vu souvent à la télévision française parce qu'il était le directeur à la Maison-Blanche des Affaires européennes, donc le lien du président Clinton avec Chirac, avec Blair, avec Schröder, avec des responsabilités très importantes. Et donc quand il se passe quelque chose de significatif à Washington, la télévision lui demande ce commentaire. Ma fille cadette, Léa Pizarre, était directeur de communication au Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche. Ma fille Alexandra fait des documentaires pour la télévision. Et ma fille Elena, qui habite aussi à Los Angeles, est professeure de français. Et donc, quand je regarde ces enfants, ces visages, je retrouve ma première famille. Je pense que ma mère, mon père auraient aimé. J'ai écrit tout ça dans ce livre, Le sang de l'espoir. C'était le seul livre personnel que je me suis permis d'écrire, autobiographique. Mais il y avait d'autres livres. Les armes de la paix, qui a été publié en 1970, préfacé par Jean-Jacques Savant-Schreiber. Ce livre a ouvert le grand débat sur la coexistence Est-Ouest. Et un autre livre, Transactions entre l'Est et l'Ouest, a été préfacé par le président Giscard d'Estaing. C'était comment par les voies du commerce,
de la culture, des contacts humains, sportifs, culturels. On peut calmer la passion idéologique, établir des relations constructives et fécondes qui permettent aux ennemis jurés, aux ennemis héréditaires de vivre en paix. C'était très ambitieux. On me dit que ces deux livres ont joué un certain rôle dans la pacification de la guerre froide et dans la chute du mur de Berlin. Donc en fait, votre deuxième adversaire a disparu lui aussi. Oui, cette idée me plaît. Le deuxième adversaire a disparu aussi, mais d'une manière paisible, presque miraculeuse. Je dois dire qu'en écrivant ça, déjà à Harvard, à l'âge de 24 ans, et plus tard, ayant passé par les Nations Unies, par Washington, dans ces quelques livres qui ont été publiés en 20 langues, je me suis dit à la fin que moi-même j'étais surpris par l'effondrement du bloc soviétique d'une manière si rapide et si complète. Quand j'ai écrit tout ça, je rêvais. Je savais que le système stalinien ne pouvait pas marcher, que même ses fidèles savaient très bien qu'il n'avait pas d'avenir, mais que cette ouverture que je prenais, cette coopération, cet échange d'étudiants, de savants, le développement de moyens de communication avec le fax, l'ordinateur, après avec Internet, que tout ça a vu les faiblesses du système, l'absence de liberté sans laquelle on ne peut pas inventer, on ne peut pas gérer, on ne peut pas produire, on ne peut pas concurrencer les autres puissances, ni d'une manière militaire, ni d'une manière économique, que le système était condamné. Mais j'étais moi-même surpris par la rapidité de l'effondrement. Aujourd'hui, je pense que le monde est à nouveau déboussolé, enflammé. Ce n'est pas tout à fait comme les années 30 et 40 que j'ai vécues, mais c'est inquiétant. Et parfois, je me demande si, à cette époque-là, c'est une triste pensée. J'espère que non, mais je me demande si je n'ai pas vécu l'avenir. Parce que le passé, pour quelqu'un comme moi, comme nous les survivants, le passé devient présent. Et c'est pour ça que nous avons le devoir de témoigner. Parce que bientôt l'histoire va se mettre à parler avec avec la voix de chercheurs, de romanciers, de négationnistes. Et nous disparaissons maintenant, un par un. Donc,
nous acceptons, moi j'ai accepté de me mettre devant vous de cette manière ouverte et de répondre à vos questions parce qu'il faut que notre jeunesse soit armée, qu'elle comprenne que il est possible. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Vous voulez dire que les menaces existent toujours? La menace existe toujours? La menace existe toujours et nous, moi, je vais vous faire une métaphore. Je dors d'un œil. Je suis toujours vigilant. Ça me vient du passé. Et il faut que les jeunes comprennent que tout le monde comprenne que leur monde peut s'effondrer comme les miens s'effondraient un jour d'été de 1939. Et même avant, parce que ça ne commence pas avec une guerre mondiale, ça se pourrit. Et si on ne réagit pas, si on n'est pas lucide, si on vit dans l'indifférence, ça augmente le danger. Donc, nous avons quelque chose de relativement important de dire à nos semblables. Et c'est à ça que je voulais contribuer aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.